Bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet, journaliste podcasteuse, et chez moi, le sport est une histoire de famille puisque je grandis dans les tribunes de Gerland. Et aujourd'hui, ma passion, elle s'est tournée vers toute la grande famille du sport français. Pour partager cet amour du sport, je te laisse découvrir aujourd'hui une nouvelle histoire et je te souhaite une très bonne écoute. J'ai réussi à profiter aussi de la foule sans me dire faut pas que je les voie, faut pas que je les touche, parce qu'en fait ils existent, ils sont là et ça sert à rien d'être dans le déni sans non plus se faire complètement déborder par les émotions. Donc voilà, je me suis dit que chaque personne qui était présente dans les tribunes a été là pour moi et en fait je suis toute seule sur la ligne de départ, mais finalement on est une dizaine de milliers à faire la course et c'est trop bien quoi. Comme beaucoup de fans de sport, je découvre mon invité du jour lors des Jeux paralympiques de Tokyo en 2021. Je connais pas son nom et pour ses premiers Jeux, elle parvient à décrocher une médaille d'argent. Et je crois qu'à ce moment-là, dans ma tête, Nelia Barbosa est devenue la Française imbattable dans sa discipline, le paracanoë. C'est un peu irrationnel parce que la victoire, elle est jamais acquise, la médaille non plus. Mais Nelia, elle a pris ce statut dans mon esprit et dès l'instant où j'ai commencé à lister les athlètes que je voulais recevoir dans Tribune et Podium, son nom, il s'est imposé hyper naturellement du coup parce que ça y est, elle était entrée dans mon cerveau. Et je suis très heureuse d'être avec Nelia Barbosa aujourd'hui dans Tribune et Podium. Bonjour Nelia. Bonjour Solène. J'aimerais que tu te présentes dans un premier temps en une phrase sans me parler de sport. Oula, alors je dirais que je suis une boule d'énergie, très curieuse. Je fais 1000 trucs et tout m'intéresse. Parfait. Et maintenant, est-ce que tu peux me parler de ton sport ? Je fais du kayak depuis la moitié de ma vie. Donc, j'ai connu ça à l'âge de 12 ans, après une colonie de vacances. Et en fait, j'ai tout de suite compris que ça allait être mon sport et que ça allait me suivre très longtemps. Alors, tu dis kayak, moi j'ai dit paracanoë. Est-ce que tu peux m'indiquer si c'est moi qui me trompe, si le flou est présent en tout cas? Alors, c'est un peu subtil. Souvent, les gens me demandent quelle est la différence entre le canoë et le kayak. Donc, en gros, le canoë, c'est avec une pagaie simple et c'est sur les genoux. Le kayak, c'est avec une pagaie double. Donc, on pagaie des deux côtés et on est assis sur les fesses. Maintenant, le paracanoë, c'est la discipline paralympique du kayak sprint. Et c'est le nom de la discipline, en fait. Et dans cette discipline, il y a 2 embarcations. Donc, le kayak, ce que je pratique moi, donc avec 2 pales en pagayant des deux côtés, et la pirogue, donc c'est le canoë pour les personnes en situation de handicap, où on pagaie que d'un seul côté. Ok, mais toi, tu fais du coup moi, le kayak, du kayak qui s'appelle paracanoë. Ok. C'est ça. Pour commencer, raconte-moi un petit peu comment toi, t'as plongé dans le sport quand t'étais plus jeune. Est-ce que t'avais déjà de la famille qui faisait beaucoup de sport? Enfin voilà, raconte-moi un petit peu. Alors moi, j'ai commencé le sport assez tard. C'est-à-dire que dans le kayak, très souvent, on a des familles de kayakistes avec des grands noms comme les Prigent, comme les Castric, comme les Delassus, qui commencent tout petits, qui font du bateau même avant même de savoir marcher. Moi, j'ai commencé quand j'avais 12 ans, donc c'était relativement tardif. Et surtout, j'ai pas une famille de kayakistes. Moi, c'était plutôt la musique. J'ai commencé à 6 ans, mais plutôt par la musique. Et le kayak est venu vraiment très tard dans ma vie. Et ensuite, ma mère a suivi. Donc, elle a commencé le kayak il y a 3 ans. Trop bien. Un peu 10 ans après moi. Mais ouais, ça la branche bien. Et maintenant, elle est membre du bureau. Donc voilà, elle fait partie du collectif. Ouais, carrément. Et pourquoi le kayak? Alors, justement, pendant cette colonie de vacances que j'avais fait, là, j'avais découvert plein de sports nautiques. Donc, j'ai fait de la planche à voile, du catamaran et du kayak. Et vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour le kayak. En fait, toute ma vie, je me suis dit, je peux pas faire de sport et je pourrais jamais faire de sport. Parce que pour moi, faire du sport, c'était synonyme de courir. Pour moi, on ne pouvait pas faire de sport sans courir. Parce qu'en fait, à l'école, quand on fait du sport, on fait en primaire, on faisait du ballon prisonnier, on faisait du basket, du foot. Et c'était que des sports où il fallait courir. Et moi, j'étais toujours mise sur le côté. Et finalement, là, je me suis dit, mais en fait, le kayak, c'est un sport. Ça fait mal aux bras. Et surtout, j'ai pas besoin de mes jambes. Et ça, c'est génial. Et en fait, en rentrant en Île-de-France, ma première exigence était de m'inscrire dans un club de sport et de kayak. Et donc, on a trouvé le club de Champigny. Et donc, à 12 ans, tu commences le kayak. Tu le découvres dans cette colonie de vacances et tu dis que ça a été un peu la révélation parce que jusque-là,
on te laissait entendre que tu pouvais pas faire de sport. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as donné tes premiers coups de pagaie et que tu as eu mal au bras, que tu t'es dit oh, c'est chaud quand même? Et c'était un peu un défi parce que finalement, j'étais sur le même pied d'égalité que les enfants de mon âge. C'est-à-dire que j'étais pas plus en difficulté à cause de ma jambe qui était malade. Voilà, le kayak, quand on commence, c'est assez ingrat. On a du mal à aller droit. Voilà, l'eau, ça peut être un milieu un peu hostile qui peut faire peur. Et finalement, voilà, je me retrouvais comme tous les enfants. Et du coup, ça m'a un petit peu motivée à me dire, ça, c'est un défi. Mon but, c'est d'avoir le même niveau que les autres, voire meilleur niveau que les autres, avec les mêmes armes. Tu dis, tu avais le pied malade à ce moment-là. Malgré tout, tu étais en compétition face aux autres quand tu étais sur les compétitions classiques, quoi. C'était quoi tes objectifs? Est-ce que tu avais déjà des rêves à l'époque peut-être de Jeux Olympiques, parce que peut-être que tu connaissais pas forcément les Jeux Paralympiques? Alors, mon objectif dans un premier temps, ça a été d'être considérée comme n'importe quel enfant. C'est-à-dire que j'avais surtout pas envie qu'on me dise ah c'est déjà pas mal ce que tu fais malgré ton handicap. Je voulais juste que ça s'arrête là, c'est déjà pas mal ce que tu fais. Le reste, j'en avais pas besoin. Et surtout, quand je suis arrivée, les filles de mon âge, elles faisaient déjà du bateau depuis quelques années, donc elles avaient un niveau bien meilleur que le mien. Et au départ, c'était un peu mes modèles, donc je les suivais, je les trouvais trop fortes. Et petit à petit, les années ont passé, j'ai commencé à me rapprocher un peu de leur chrono, et puis petit à petit à les battre. Et donc je me suis dit c'est possible, voilà, de progresser et voilà, de battre des filles qui ont un plus d'expérience que moi. Mais j'ai pas du tout pensé ni aux Jeux Olympiques ni aux Jeux Paralympiques, parce que pour moi, c'était des très grands athlètes, et ayant commencé très tard, ça ne me venait même pas à l'idée, en fait. Ça me passait pas du tout par la tête. Ouais, parce que à 12 ans, on ressent ce truc de c'est déjà trop tard, ou pas du tout? Alors, je sais pas trop. Alors, un petit peu quand même, parce que c'est vrai que à partir de 14 ans, les jeunes commencent à aller en pôle. Donc, en pôle espoir, c'est là où on a vraiment un entraînement quotidien, bi-quotidien, où on change d'entraîneur parce que voilà, on a un entraîneur fédéral. Et moi, c'est quelque chose que je considérais pas du tout. Donc, j'admirais énormément les athlètes que je voyais dans ces structures-là, mais moi, je m'y voyais pas. Voilà, je faisais encore de la musique à l'époque, et donc je m'investissais aussi beaucoup dans la pratique de ma musique. Ça représentait 3 à 4 présences en conservatoire par semaine. À côté de ça, fallait aller s'entraîner en kayak, et en fait, j'avais pas un jour de repos dans la semaine. Donc c'était bien, je dormais bien le soir, mais du coup, c'est vrai que le kayak à l'époque, j'adorais ça. C'était déjà ma passion, mais c'était pas ma priorité. Tu dis que quand tu es arrivée ici, en faisant du kayak, tu avais envie que tu sois considérée à part entière pour tes performances et pas pour ce que ton corps te permet de faire par rapport aux autres. Mais à un moment donné, tu prends le virage handisport. Comment ça arrive pour toi de dire je vais arrêter les compétitions avec les valides pour faire des compétitions en paracanoë? Alors, l'étape où je me suis dit que j'allais arrêter la compète avec les valides, elle est jamais arrivée, parce qu'en fait, aujourd'hui, je cours encore avec les valides, mais c'est plutôt après mon amputation. Donc, je me suis fait amputer quand j'avais 19 ans. Et à partir de là, on était à 5 ans des Jeux de Paris, 6 ans des Jeux de Paris, et le médecin rééducateur, les profs de sport, même certaines personnes de la Fédé arrêtaient pas de me dire mais il faut absolument que tu fasses du paracanoë, il faut absolument que tu vises les Jeux de Paris. Et bon, moi à l'époque, évidemment, ça y est, t'as une jambe en moins un petit peu. C'est exactement ça. Et donc en fait, moi je leur disais mais c'est pas parce que je suis handicapée que je vais faire les Jeux. Et surtout, voilà, enfin moi je m'entraîne 4 fois par semaine. Je suis très très loin d'avoir un niveau, le niveau d'un athlète qui vise les Jeux, ne serait-ce que les Jeux de Paris, même si c'est encore loin. Et donc on me tannait tellement qu'un jour je me suis dit je vais y aller pour leur faire plaisir. Je vais tenter les sélections équipe de France. Et puis ils verront que j'y suis pas arrivée. Comme ça s'arrêtera là. J'aurais essayé. Ils arrêteront de me saouler. Exactement. Et en fait, les sélections à l'époque se faisaient sur plusieurs étapes. Donc il y avait une première course très tôt dans la saison où fallait un petit peu prendre un départ, faire ses preuves. Une deuxième course où c'était un peu pareil, tâter le terrain. Une troisième course où fallait faire un chrono cible et se situer dans les 2 meilleures françaises. Donc je me dis quand même ce serait dommage d'arriver sur les courses en n'étant pas préparée. Donc j'ai gardé mes entraînements de slalom avec les valides, avec les jeunes du club. Et à côté de ça, mon entraîneur, 2-3 fois par semaine, on rajoutait des entraînements en course en ligne. Donc la course en ligne, c'est la discipline paralympique du kayak. Et donc en fait, je me suis dit je vais essayer de progresser un petit peu en course en ligne. Peut-être que j'ai les capacités. Et je suis arrivée aux première étape de sélection. Donc j'ai pris une volée par l'ancienne médaillée paralympique, donc Cindy Moreau, qui était la médaillée de bronze aux Jeux de Rio. Et je me dis mais c'est normal, elle a 8 ans d'expérience, donc beaucoup plus d'expérience que moi. Elle est beaucoup plus âgée que moi, et surtout elle est médaillée paralympique. Donc ça m'a même pas touchée, vraiment. J'étais plus admirative de cette femme qu'autre chose.
Et puis la course suivante, de 8 secondes, je crois, je suis passée à 3. Et je me suis dit, ah, mais en fait, j'ai progressé, donc c'est chouette. Ça veut dire peut-être que y a moyen de faire quelque chose sur les courses de sélection. Donc là, le sélectionneur m'annonce que je suis sélectionnée pour les courses de sélection, donc que j'ai le droit de tenter ma chance pour entrer en équipe de France. Là, pour le coup, j'ai commencé à arriver à me dire, ce serait quand même bien de sélectionner en équipe de France. Et voilà, le jour des sélections, j'ai fait 2e. Donc Cindy était première, moi j'étais 2e. Malheureusement, Cindy n'était plus éligible ensuite, donc je suis passée première française. Et donc, j'ai eu le droit de me sélectionner pour mes premiers championnats d'Europe. Et donc là, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que toi, t'y vas un peu, vous allez voir que j'ai pas le niveau et comme ça, vous arrêterez de m'embêter. Moi, je continuerai de pratiquer parce que je kiffe ça. Donc, tu passes de ça à je suis la première Française qualifiée, en fait. Enfin, la première à être sélectionnée en équipe de France. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bah, sur le coup, je suis un peu encore dans le déni. Donc, je suis super contente. Et je vois un peu les championnats d'Europe comme une étape. À me dire bon bah voilà, c'est cool, c'est mes premiers championnats d'Europe, je vais affronter des filles qui ont le même type de handicap que moi, qui sont par contre beaucoup plus expérimentées que moi. Donc en fait, je ne visais absolument pas de médaille ni rien, à tel point que je gagne mes séries. Donc il y avait 2 ou 3 séries, je gagne ma série, mais je me suis dit bah voilà, les autres séries sont meilleures. Enfin, je vais même pas regarder à quelle place correspondait mon temps en série. Et voilà, j'arrive sur la finale, pareil, un peu la fleur au fusil, voilà, sans aucune prétention, mais avec quand même l'envie de bien faire. Et finalement, bah voilà, j'arrive sur la ligne d'arrivée, je vois que je suis 2e. Et bah ouais, j'ai un peu peine à y croire, j'ai eu du mal à y croire. Mais voilà, évidemment, là, à partir de là, mon statut a réellement changé. Je suis passée de la petite Frenchie qui sort de nulle part à voilà, Nelia Barbosa qui arrive de nulle part justement et qui vient un peu bousculer les meilleures européennes. Les coachs qui t'avaient poussé et ils t'ont dit ah bah tu vois on avait raison. Bah ils ont pas osé, mais en fait ils se sont dit bah oui, mais on savait que ça le ferait. T'as un bon toucher d'eau, tu fais du bateau depuis longtemps, donc voilà, il y avait pas il y avait pas de souci à se faire. Et toi aussi à ce moment-là, après cette 2e place, est-ce que tu dis que tu changes de statut, mais dans ta tête aussi ça y est c'est acté que tu entres dans le haut niveau? Bah il y a eu plusieurs étapes. Donc il y a eu l'étape des championnats d'Europe où je me suis dit ah bah je suis plus la nouvelle, donc là ça veut dire qu'il va falloir refaire ses preuves. Ça veut dire que je vais aller aux championnats du monde aussi. Et ensuite il y a eu les championnats du monde où là par contre voilà c'était vachement différent parce que les championnats d'Europe j'étais presque pas stressée. Aux championnats du monde 1 mois avant j'arrivais pas à manger tellement j'étais stressée. Et ça a été un mois horrible, vraiment horrible. J'en garde un assez mauvais souvenir, même si au final le résultat était assez bon. Donc où j'ai fait 4e, donc j'étais très contente parce qu'en fait c'était un championnat du monde qualificatif pour les Jeux de Tokyo, sachant que voilà quand je suis arrivée au Paracanoë, on m'a dit bon, on vise pas les Jeux de Tokyo, on est d'accord parce que ça va être trop tôt, mais par contre les Jeux de Paris. Et donc en fait là je me suis dit ah mais peut-être qu'en fait je vais peut-être pouvoir tenter les Jeux de Tokyo. Et donc ouais là c'est là que j'ai réellement pris conscience que je changeais de statut. Tu dis que t'as passé un mois horrible avant parce que c'était quoi? C'était du stress, d'assumer un peu ce nouveau statut aussi? C'était énormément de stress parce que bah voilà, je savais que voilà, quand on fait de la compétition en club, bah, l'objectif c'est plus pour soi de se dire bon bah moi j'aimerais bien faire champion régional, j'aimerais bien me sélectionner au championnat de France. Mais là pour le coup de se sélectionner aux Jeux paralympiques, ça veut dire aussi bah je représente mon pays, mon club, la délégation française. Genre c'est vachement plus de pression. Et c'est une pression auquel je m'étais pas du tout préparée parce qu'à l'époque je faisais pas de prépa mentale, j'avais pas de psy, voilà, j'avais un entraîneur qui était juste bon bah là il faut absolument que tu rentres dans le top 6 pour pouvoir te sélectionner. Donc la pression était très très différente. Ouais. Et du coup ça doit s'organiser très vite autour de toi après ces 2 échéances là parce que tu vas aller à Tokyo, c'est une certitude, donc il va te falloir un entraîneur équipe de France, peut-être un préparateur mental même si c'est pas obligatoire. Si t'as passé un mauvais mois avant les mondiaux, peut-être que la question se pose en tout cas. Enfin, d'un coup, c'est un chamboulement énorme, quoi. Ouais. Là, c'est un peu un chamboulement. Puis en plus, autour de moi, on me dit bon bah si tu veux être forte en course en ligne, faut que tu arrêtes le slalom. Sauf que moi, le slalom, j'aime ça passionnément et pour moi, je me voyais pas du tout arrêter le slalom. Donc voilà, j'avais un petit peu voilà des personnes qui venaient un peu de partout, dans tous les sens, qui me disaient quoi faire, comment le faire, ce que je faisais pas, enfin ce que je faisais bien, ce que je faisais pas bien. Et donc c'est vrai que c'était un petit peu étourdissant aussi d'avoir autant de sollicitations autour de moi parce que j'étais quand même très jeune, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait et je savais que les Jeux de Tokyo allaient arriver très très vite. Et bon finalement ils ont été un peu décalés. Oui. Quand t'arrives à Tokyo, t'as quoi comme objectif en tête?
Dans un premier temps, quand j'arrive à Tokyo, je me dis bon bah c'est mes premiers jeux, on sort de Covid, je sais pas ce qu'ont fait mes concurrentes pendant 1 an. Moi j'ai pu m'entraîner mais pas comme j'aurais dû le faire, pas correctement. La chance que j'ai, c'est qu'en fait, je suis novice. Donc en fait, je suis novice. J'avais quand même 8 ans de kayak derrière moi, mais voilà, je savais que l'année de RAB qui m'avait servi m'avait permis de progresser énormément. Donc je m'attendais à tout et à rien. C'est que sur la ligne de départ de la finale où je me suis dit, en vrai, 12 heures d'avion, c'est long. Il est hors de question que je rentre à la maison en ayant fait de 12 heures, donc 24 heures en tout pour rien. Il faut vraiment que je fasse une médaille. Et donc, voilà, je fais ma course, pareil, toujours aussi stressée. Alors, un peu moins, là, au lieu d'avoir stressé 1 mois avant, c'était 3 semaines avant. Et en fait, la médaille, ça a été réellement un tremplin pour les Jeux de Paris. Ouais. Pour toi, le Covid, du coup, le report des Jeux a été vraiment bénéfique. Ouais, pour moi, ça a été bénéfique. Il y a des athlètes qui étaient en fin de carrière, en 2020, qui se disaient bon, on attend les Jeux de Tokyo pour arrêter. Ils ont appris le report. Et en fait, quand on est en fin de carrière, apprendre un report d'1 an, c'est dramatique. Il y a des nations aussi qui n'ont pas un accompagnement comme on peut avoir en France et qui n'ont pas pu s'entraîner du tout. Il y a des nations qui ont pu justement être très très bien accompagnées, qui ont pu qui ont pu continuer de s'entraîner correctement. Pour moi, ça a été un plus, même si peut-être que dans un autre pays, j'aurais été dans des conditions encore plus idéales. Pour moi, la prépa, elle a commencé vraiment à la cérémonie de clôture. À partir du moment où la flamme s'est arrêtée à Tokyo, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, là, les Jeux de Paris ont commencé. On a que 3 ans. 3 ans, ça passe extrêmement vite. Et en fait, toute cette préparation, ça a été un séisme, mais sur tous les points, autant négatif que positif. Et donc, très rapidement, j'ai eu envie de me remettre à l'entraînement. Donc, je me suis pas beaucoup arrêtée après Tokyo. J'ai très, très vite enchaîné. Et surtout, je me suis autorisée à demander, en fait, à avoir des exigences. Les athlètes masculins n'avaient aucune gêne à faire les princesses. Donc, en fait, moi, je me suis dit, bah, il y a pas de raison, quoi. Et en fait, à l'époque, j'étais la seule fille du collectif, tant athlète que staff. Et c'est quelque chose qui m'a un peu pesé parce que j'étais la plus jeune aussi. Et que, bah, voilà, on sait qu'on est une fille dans un groupe majoritairement masculin. Bah voilà, il y a des réflexions qu'on entend qui peuvent être assez désagréables. Puis en plus, il y a des choses, toutes les problématiques sur le cycle menstruel, sur l'impact que ça a sur l'humeur. C'est des choses que, le staff masculin, même si la volonté de comprendre ne comprend pas, et c'est quand même rassurant d'avoir un staff féminin. Donc la chose que j'ai demandé après Tokyo, c'est moi j'aimerais bien qu'il y ait une personne féminine intégrée dans l'équipe, que ce soit kiné, prépa physique, comme vous voulez, mais qu'il y ait une personne féminine. Et donc on m'a dit écoute, on va chercher. Ils ont trouvé une préparatrice féminine qui s'occupait de moi pendant 2 ans et demi. Ok, trop bien. Et donc elle a intégré le staff directement. C'est pas le tout d'avoir une femme dans l'équipe, c'est le tout aussi de bien s'entendre parce que c'est aussi de l'humain. Comment ça se passe du coup avec elle? Et puis au niveau de la Fédé, du staff équipe de France, comment ils accueillent tes nouvelles exigences, toi la petite Nélia qui n'était pas attendue aux Jeux de Tokyo Alors au départ ça se passe très bien, surtout que mon entraîneur de l'époque, ça passait très bien aussi. Ils ont beaucoup discuté en amont pour savoir si c'était réellement le bon choix, et à tel point qu'en fait ils se sont dit on a besoin de créer une bulle autour de Nélia, comme ce qui peut se passer autour, ça peut être un peu toxique. On va créer une bulle, et donc en fait pendant 2 ans j'ai vécu vraiment dans une bulle complètement aseptisée où rien ne rentrait, rien ne sortait. Et ce qui, dans un premier temps, était quelque chose qui était censé me faire du bien, ça s'est transformé en quelque chose d'assez toxique parce que finalement, tout ce que je pouvais avoir d'extérieur, donc mes amis, l'école, ma famille, en fait, je l'avais plus parce que j'étais en stage tout le temps. J'étais en déplacement tout le temps parce que quand je venais au club, finalement, c'était la semaine où j'étais censée être en repos. Donc, en fait, le club, je voyais 1 ou 2 fois dans le mois. Et en fait, tout ce qui pouvait me faire du bien, il a disparu et c'était pas du tout une volonté de faire du mal de la part de mon ancien staff. C'est vraiment, ils voulaient tellement bien faire qu'ils se sont dit, si on l'enferme, ça marchera. Sauf qu'en fait, on a beau dire que pour être un sportif de haut niveau, faut être fort mentalement, faut être incassable, c'est difficile, etc. On reste des êtres humains et on a besoin d'avoir des relations sociales, on a besoin de faire autre chose que du sport, on a besoin d'avoir des avis extérieurs. Et moi, ça m'a vraiment, vraiment fait du mal pour le coup. Et donc ça, tu t'en rends compte à quel moment dans ta prépa des 3 ans en vue de Paris? Je m'en rends compte alors assez tard, même s'il y avait plusieurs red flags où je me disais là c'est quand même bizarre.
Peut-être aussi que tes proches t'en parlaient. Alors un petit peu, mais c'est vrai que en fait, je suis moi-même aussi mis dans une bulle où j'étais ils peuvent pas comprendre, donc je peux pas leur en parler. Et par exemple, j'ai eu un décès dans ma famille. J'en ai parlé à mon staff et ils m'ont dit ah mince, désolé, t'arrives à quelle heure ce soir pour le stage? Bon d'accord, j'ai compris, j'irai pas à l'enterrement et je vais faire les 3 semaines de stage normalement. Et en fait, et voilà, je me suis retrouvée un petit peu dans cet engrenage où je me rendais compte qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce que moi j'allais pas bien. Mais je me disais que c'était normal parce que voilà, un athlète, ça doit souffrir et qu'autour de moi, il y avait d'autres athlètes qui étaient dans la même situation et qui étaient dans une situation de souffrance aussi. Jusqu'au jour où, championnat du monde 2023, championnat du monde qualificatif pour les Jeux de Paris. J'avais gagné une Coupe du Monde juste avant et donc mon staff me disait oh, t'as gagné une Coupe du Monde, tu vas être championne du monde. C'est sûr, tu vas être championne du monde. Là, on fait pareil, tu seras championne du monde, tu seras championne du monde, tu seras championne du monde. Et là, j'ai ressenti une pression de dingue où j'ai dû m'entraîner encore plus alors que je m'entraînais déjà bien. J'ai été enfermée encore plus et je me suis retrouvée dans un niveau de stress que j'avais jamais atteint, à tel point que je me suis retrouvée à vomir les jours de compète alors que ça m'arrivait jamais quoi. Donc à quel point mon corps ne supportait pas autant de pression. Et la course arrive, je fais une course mais enfin je me reconnais même pas en fait. Je me vois faire la course mais j'arrive pas à mettre en place ce que j'avais fait sur les Coupes du Monde, j'arrive pas à me libérer. Et je fais deuxième sur cette course. Quand même. Quand même, je suis vice-championne du monde. J'arrive à choper un quota pour les Jeux de Paris. Et la première chose qu'on me dit, c'est là t'as fait du haut niveau, mais t'as pas fait du très haut niveau. C'est pas une très haute performance que t'as fait. T'as loupé ton objectif. Et j'ai encore mes fesses dans mon bateau. Je viens de poser la pagaie sur le ponton. Je suis même pas sortie du bateau et c'est la première chose qu'on me dit. Et là, je me dis ah ouais d'accord. Donc en fait là, j'ai fait deuxième au championnat du monde et c'est une contre-perf. Ça veut dire que si l'année prochaine, au Jeux de Paris, je fais deuxième, je fais troisième, je fais dixième, et on va me dire que j'ai fait une contre-perf et en fait, ça va me ruiner l'objectif d'une vie, c'est-à-dire les jeux à la maison, à domicile, face à la famille et tout. Quoi. Et là, donc, je me suis effondrée complètement. Je suis allée au podium comme une cloche. Enfin, je n'osais même pas sourire. Enfin, il y a les rares personnes qui sont venues me voir au podium tirer une gueule de 3 pieds de long. Et je me suis dit, ah ouais, non, mais par contre. T'avais pas de famille sur place Non. Ouais. Non, je refusais qu'ils viennent sur place. Et les jours qui ont suivi, je me suis effondrée. Et ensuite, je me suis reposée. Et je me suis dit, mais il est hors de question que qui que ce soit décide de ma performance, en fait. Si je suis la seule aujourd'hui à avoir le droit de dire, ça, je considère que c'est de la très haute performance. Ça, je considère que c'est pas de la haute performance. Et là, j'ai fait vice-championne du monde. L'objectif, c'est Paris. Donc, en fait, ils ont absolument pas à gâcher mon plaisir, quoi. Et du coup, j'en ai parlé à une personne de la présidence de l'époque qui s'occupait de la haute performance et je lui dis écoute, moi mes championnats du monde, je les ai très mal vécus. Donc on va faire une chose, c'est que je ne laisserai pas passer ma santé mentale avant les Jeux de Paris. Donc soit on trouve une solution, soit vous avez 1 an pour trouver une athlète qui va plus vite que moi aux Jeux de Paris, quoi. Ah ouais, mais je savais pas que c'était. Je me dis si. En fait, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que je suis sous cloche et je suis un être humain. Donc en fait, moi, j'ai besoin aussi de vivre comme un humain et voilà quoi. Et donc il a dit d'accord. Il a été très compréhensif et donc on a échangé avec le staff de l'époque qui s'est pas montré particulièrement ouvert et donc la fédération a dit dans ce cas-là, l'aventure s'arrête ici pour vous, monsieur le coach et voilà. Oui, parce que en fait, la Fédé, ils ont tout intérêt j'imagine, garder une athlète qui a des grosses chances de médaille plutôt que de garder un coach qui va peut-être pas réussir à emmener une autre fille sur le podium, quoi. C'est ça, et surtout dans l'urgence. Enfin, on était vraiment à moins d'1 an des Jeux. Donc là, l'urgence absolue, c'était vraiment de trouver quelqu'un qui puisse m'accompagner, qui soit motivé par le projet et qui soit pas dans la même dynamique de vouloir me mettre sous cloche pour absolument contrôler tout ce que je fais. Et toi, t'étais prête à repartir avec un nouveau staff ou à ce moment-là, j'imagine que oui, t'étais prête, mais dans le sens où, tu vois, après ces mondiaux, cette mise sous cloche et puis même ta santé mentale qui était pas au top, t'as directement enchaîné après Tokyo. T'as pas eu besoin de souffler quand même, tu vois, de te dire pendant 2 mois, j'entends pas parler de kayak et je reviens après. C'était compliqué parce que là on était vraiment à moins d'1 an des Jeux. Je savais que les péripéties précédentes m'avaient vachement fragilisée. Donc j'avais pas pu m'entraîner comme il le fallait. Et donc je me suis dit je vais faire un travail avec un prépa mental, mais il faut que je reprenne l'entraînement, quoi.
Et donc assez rapidement, on m'a proposé un autre entraîneur. On m'a dit bah écoute, tu verras, lui il est très bien. On pense que c'est quelqu'un qui te correspond, qui est d'accord pour que tu fasses de l'eau vive parce que c'est quelqu'un qui en a fait aussi et qui pense que ça peut matcher. Donc je discute avec cette personne et voilà, ça match tout de suite quoi. Tout de suite, il me dit bah écoute, de toute façon l'objectif, d'abord il y a ta santé mentale et ensuite l'objectif c'est d'aller vite. Après, tu fasses première, deuxième ou troisième en allant vite, l'objectif c'est d'aller vite. Et donc je me suis dit bah ok, bah on fait ça alors. Toi, à partir de ce moment-là, avec le changement de staff, est-ce que tu revois aussi tes ambitions à la baisse, peut-être, tu vois, pour Paris, en te disant, bah en fait, j'ai trop souffert, donc maintenant c'est ma santé avant tout, et puis le podium, on verra. Ouais. Bah en fait, bon, j'avais évidemment très envie de faire un podium, surtout que bah voilà, depuis les Jeux de Tokyo, j'avais fait tous les podiums internationaux, donc je me disais ce serait bête quand même à Paris de pas le faire. Mais par contre, je me suis promis une chose après m'être séparée de mon ancien coach, c'est bah en fait plus jamais je laisserai ma santé mentale de côté parce qu'en fait c'est hyper important. Quelqu'un qui a une pneumonie, il va pas se dire ah bah ouais, la pneumonie on verra la semaine prochaine. Là pour l'instant l'objectif c'est le travail et puis voilà on verra. Voilà qu'on va pas bien. L'objectif c'est de prendre soin de toi et ensuite le reste on voit. Et c'est quelque chose qui a mis vachement en valeur aussi mon nouvel entraîneur. Voilà qui m'a plus que poussé à avoir un prépa mental, à avoir une psy, etc. Et donc voilà j'ai fait le choix aussi de prendre soin de moi pour pouvoir aller performer parce qu'en fait avec un bras cassé on peut pas faire des tractions, bah avec le mental cassé on peut pas non plus s'entraîner correctement. Et donc après quand tu arrives enfin dans ce village paralympique fin août, j'imagine à peu près si mes calculs sont bons en termes de calendrier, qu'est-ce que tu ressens après toute cette année de changement, de baisse de morale, mais au-delà de ça, de santé mentale au plus bas, qu'est-ce que tu ressens quand tu passes enfin les portes de ce village? Alors je me sens hyper soulagée déjà parce que je savais que quelques mois avant, malgré le changement de staff, c'est toujours très compliqué. Enfin, ça a été tellement compliqué pendant des années que voilà, c'est pas en changeant d'entraîneur que tout guérit du jour au lendemain. Mais j'ai quand même tout fait pour aller mieux. Voilà, j'ai une psy qui me suivait très régulièrement, avec qui on a fait très très bon boulot. Et donc en fait, ouais, soulagée de se dire ah bah j'ai réussi. Juste l'objectif d'être à Paris, de pas avoir peur. Et en fait, je me dis que voilà aujourd'hui rien ne peut m'arriver. Je fais une médaille, bah c'est génial. Si j'en fais pas, bah franchement je me serais battue. Enfin j'aurais tout donné quoi. Donc j'ai aucun regret. Et t'auras aucun regret de ces jeux à domicile, regret que t'aurais peut-être eu dans d'autres conditions. C'est ça. Je pense que si j'étais restée dans le déni à me dire non, mais il faut que je continue à être sous cloche, à ne voir personne, à ne parler à personne, à ce que personne vienne me voir, parce que voilà, on soit dans ce cercle très très restreint où voilà, on a des pensées peut-être un peu arriérées sur la façon de s'entraîner, sur la performance, etc. Je pense que je me serais mis une pression phénoménale et j'aurais jamais réussi à faire ce que j'ai fait à Paris. Oui, parce qu'en fait, alors je pense que ça peut marcher pour certains athlètes, mais en l'occurrence, en plus, maintenant avec du recul par rapport aux Jeux de Paris, l'atmosphère, l'ambiance dans le village, l'ambiance avec le public, etc., la cloche, elle aurait pas tenu. Enfin, la cloche, elle aurait pas tenu. Il y a un peu une hype autour de l'entraîneur Philippe Lucas. Moi, j'ai vu plein de reportages sur lui et il y a des choses que je trouve très chouettes. Mais il y a aussi des entraîneurs qui disent ah bah Philippe Lucas il a fait des médailles d'or, et ben moi je vais faire la même chose. C'est en parlant comme ça à un athlète que ça va marcher. Et en fait voilà, les reportages sur Philippe Lucas ça dure 10 minutes sur une vie. En fait on ne sait pas comment il entraîne. Donc en fait ça sert à rien de vouloir s'inspirer de 10 minutes sur un reportage en se disant bah ça va marcher. Et la maltraitance psychologique ça n'a jamais fonctionné. Donc voilà, c'est quelque chose qui ne pouvait pas marcher de toute façon. Ouais. Du coup quand tu arrives dans ce bassin pour les Jeux, raconte-moi un petit peu déjà comment se passe ta nuit, parce que tu nous as dit quand même que sur tes premiers mondiaux, t'avais passé un mois avant compliqué. Là, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. T'es préparé mentalement aussi pour cette date-là. Comment t'arrives dans ce bassin? J'arrive très sereine. En fait, ça faisait depuis les Jeux de Tokyo, je me disais mais les Jeux de Paris, ça va être horrible, ça va être tellement stressant. Je stressais déjà. Enfin, vraiment, je me disais mais je sais pas comment je vais faire pour survivre à ça. Et finalement, j'ai hyper bien dormi. J'arrivais à manger hyper correctement jusqu'à la veille. Et surtout, je me suis dit mais en fait, il va rien se passer si tu gagnes pas. Et j'avais vu une interview de Léon Marchand quelques jours avant qui disait mais franchement, si tu n'y arrives pas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la Terre va s'arrêter de tourner? Bah non. Est-ce que tes proches vont moins t'aimer? Bah non plus. Bon bah alors dans ce cas-là, t'as juste à profiter quoi.
Et donc, en fait, j'avais eu la chance de concourir à la toute fin des Jeux, le dernier jour. Donc, en fait, j'ai vu tous mes collègues courir aux Jeux Olympiques, aux Jeux Paralympiques. Et tous m'ont dit mais tu verras, c'est génial, prends tout ce que tu as à prendre. Et de toute façon, dis-toi que le public, il est là pour toi. Il est là pour te célébrer. Il est pas là pour célébrer une médaille. Il est là juste pour toi, en fait. Et en fait, ça m'a énormément soulagée. Et du coup, tu devais aussi avoir du monde dans les tribunes, parce que justement, dernier jour veut dire aussi qu'il y a plus beaucoup d'épreuves qui restent. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc, apparemment, voilà, environ 10 000 personnes. Donc, sachant que, voilà, dans le kayak, quand il y a déjà 200 personnes, on est content. Donc, ça faisait vraiment plus de monde. Et surtout, j'ai réussi à profiter aussi de la foule sans me dire, faut pas que je les vois, faut pas que je les touche, parce qu'en fait, ils existent, ils sont là. Et ça sert à rien d'être dans le déni. Sans non plus se faire complètement déborder par les émotions. Et donc, voilà, je me suis dit que chaque personne qui était présente dans la tribune a été là pour moi. Et en fait, je suis toute seule sur la ligne de départ, mais finalement, on est une dizaine de milliers à faire la course et c'est trop bien, quoi. Il souffle comme ça derrière ton kayak pour que ça aille plus vite. Et alors, justement, à un moment donné, peut-être quand même que tu essaies de te mettre dans ta bulle pour cette ligne de départ, même s'il y a le brouhaha ambiant. Ouais, comment tu te prépares à ça avant de donner ton premier coup de pagaie? Alors, je fais beaucoup d'exercices d'échauffement au sol avant de monter sur l'eau, sur un peu mon explosivité, sur ma réactivité. Et donc, je travaille beaucoup avec des balles. Mon entraîneur, voilà, il fait des jeux où il me lance la balle et je dois la rattraper le plus vite possible. Et en fait, c'est quelque chose. J'ai du mal à me concentrer de manière générale. Mais là, je sais que pendant quelques secondes, il faut vraiment que je me concentre, que je n'entende plus rien que le starter, que je ne sente plus rien et que je ne vois plus rien à part le sabot de départ. Donc, c'est le petit objet dans lequel j'ai ma pointe avant et qui descend dans l'eau. Et donc, voilà, je sais qu'à partir du moment où le starter dit veuillez mettre votre pointe de bateau dans le sabot, j'entends plus rien à part lui. Et en fait, il peut se passer un tremblement de terre, voilà, je n'entends pas. Et sur les qualifs, il s'est passé un truc qui m'était jamais arrivé avant, c'est qu'on a fait un faux départ. Donc, le faux départ, c'est quand quelqu'un donne un coup de pagaie un peu trop rapide. Et en plus, dans un premier temps, j'ai cru que c'était moi. Donc, c'était un peu la panique. Oui, parce que c'est disqualification. C'est au bout de 2. Donc, on a un avertissement et au deuxième, on est disqualifié. Et toute ma vie, en tout cas, les années qui ont précédé, je me suis toujours dit, c'est le truc qu'il faut pas que qui m'arrive en compète. Ça doit être horrible. Ça veut dire qu'on doit refaire un départ. Enfin, c'est l'angoisse. Et finalement, c'est arrivé au jeu et j'ai trop aimé. Parce que je me suis dit, mais c'est trop bien, parce qu'en fait, ça veut dire que je vais refaire un départ. Il va y avoir de nouveau la foule qui va crier et tout, ça va être trop bien. Et en fait, j'ai eu la chance de l'entendre tout de suite aussi. Il y a des filles qui l'ont pas entendu, qui ont fait la course pendant 200 mètres pour rien. Et moi, direct, j'ai entendu, j'ai eu la chance d'être lucide et d'entendre qu'il y a eu un faux départ. Et donc, je me suis arrêtée l'une des premières à m'arrêter. Donc, on a pu refaire le départ et franchement, j'ai adoré. Et justement, raconte-moi cette finale sans faux départ pour cette course-là. Mais raconte-moi comment tu la vis et puis qu'est-ce qui se passe de l'intérieur pour toi. Alors, cette finale, j'étais plus que concentrée, évidemment. Mais je me sentais pas, j'avais pas peur. J'avais de l'adrénaline. Un peu la même sensation qu'on a avant de faire une attraction forte, comme quand on aime dans les attractions, et qu'on fait la queue là pendant 1 heure. Et pendant 1 heure, il y a la pression qui monte, on entend les gens crier dans les manèges. Et ça faisait vraiment, vraiment le même sentiment. Et j'avais hyper hâte d'y être. Mais d'un autre côté, je me suis dit, plus vite j'y serai, plus vite ce sera fini. Et j'ai pas envie non plus que ce soit fini. Donc en fait, j'ai vraiment profité de vraiment chaque seconde. Et quand j'ai embarqué sur l'eau, j'ai entendu une fois quelqu'un qui a fait Nélia. Et puis après, tous se sont mis à crier mon nom. Et en en discutant avec une amie du club, elle m'a dit au départ, on s'est dit qu'on allait pas t'appeler parce qu'elle est stressée. Finalement, il y en a un qui l'a fait. Du coup, on l'a tous fait. On s'est tous mis à crier. Et en fait, ça m'a donné énormément de force parce que je me suis dit, mais je suis pas toute seule, en fait. Il y a vraiment plein de gens qui sont là pour moi. Et du coup, j'avais envie vraiment de profiter à fond et j'ai adoré vraiment cette finale. Et quand tu es sur ta course, parce que ça va très vite quand même, est-ce que tu arrives à jauger où est-ce que tu en es par rapport aux autres, ou vraiment tu es concentré sur ta ligne à toi et ton effort et tu lèves la tête à la fin pour voir ce que ça a donné? Alors, c'est assez difficile de jauger. Alors, j'avais la chance d'être quand même en milieu de ligne d'eau, donc j'avais des filles à ma gauche et à ma droite. Donc, j'avais conscience que j'étais plutôt pas trop mal. Mais voilà, quand je suis arrivée sur la ligne, je savais pas trop quel résultat j'avais fait. C'est la foule qui me l'a dit, parce qu'en fait, 2 secondes après mon arrivée, ils se sont mis donc dans un premier temps à crier, et puis dans un deuxième temps à hurler. Et je me dis s'ils hurlent, c'est que ça, c'est bon signe quand même. Et donc là, tu vois deuxième, ouais, inespéré ou pas finalement par rapport à toute cette prépa. Inespéré ou pas. En fait, j'avais un entraîneur qui était tellement performant, qui était tellement à l'écoute, et surtout j'étais vraiment sur la même longueur d'onde que lui.
que je me suis dit, en fait, là, j'ai progressé cette année. Si c'est pas la gagne, c'est pas la gagne, parce que de toute façon, l'objectif cette année, au vu des conditions, c'était pas la gagne. Si c'est deuxième, c'est déjà une victoire énorme. Et donc, non, j'étais hyper heureuse, hyper contente. Surtout que, voilà, la journée précédente, j'ai un collègue qui avait fait troisième. Je dis, quand même, je vais pas le laisser toute seule sur le podium. Moi aussi, je vais monter sur le podium. Donc, non, franchement, j'étais hyper heureuse. Donc là, quand tu sors de ton kayak, tu célèbres avec ton entraîneur et le public, j'imagine. Ça doit être fort, quoi. Alors, ça allait super vite parce qu'en plus, on était le dernier jour. Donc après, je savais qu'il y avait une course médiatique qui m'attendait, il allait falloir que j'aille vite au village me changer pour la cérémonie de clôture. Et au Club France. Et au Club France, donc ça allait très très vite. Mais du coup, on a quand même bien profité sur le podium, à tel point que les bénévoles étaient en mode vous dépêchez et tout, vous avez passé 5 minutes le temps réglementaire et tout. Et nous, on était là à s'amuser avec le public, à faire des clappings. Et le public était hyper au taquet aussi. Donc franchement, on a un peu déjoué les protocoles parce qu'on est resté beaucoup trop longtemps sur le podium. Mais on a adoré. Ouais. Mais t'as réussi à tout faire? Eh ben, j'ai réussi à tout faire. C'est un peu la course, mais ouais, j'ai réussi à tout faire. Qu'est-ce que tu gardes comme émotion de cette journée-là, en plus la dernière, quoi, de cette Olympiade et Paralympiade qui est venue clôturer tous ces bons moments? Un énorme soulagement, parce que ça faisait des années que j'étais un peu sous pression, à pas trop m'autoriser de répit. Et là, je me suis dit, ça y est, enfin, là, je vais pouvoir me poser un peu. C'est fait, j'ai réussi mon objectif. Je l'ai très bien réussi en plus, donc je suis ravie. J'ai pas de regrets. Donc en fait, là, j'ai juste une envie maintenant, c'est de souffler, quoi. Et t'as soufflé après? J'ai soufflé, donc je me suis donné des objectifs très rapidement quand même. Donc pas sportifs, mais scolaires, parce que mes collègues olympiques m'ont dit bon Nélia, c'est c'est important de poser, mais par contre occupe tes journées, parce qu'en fait quand on s'arrête, on sait plus quoi faire. Et donc j'ai une amie à moi qui me disait mais en fait, vraiment je me sens pas bien parce que avant je me levais, j'allais à l'entraînement, je mangeais, j'allais à l'entraînement, je dormais, je me relevais, j'allais à l'entraînement. Et là je sais pas quoi faire, j'ai rien à faire. Et donc je me suis dit moi j'ai pas envie de faire ça. On connaît bien la dépression post-olympique et moi, j'ai pas envie de tomber dedans. Donc, très vite, je me suis dit, là, on est le 8 septembre. Le 10, j'ai ma rentrée. Donc, voilà, pendant 2 jours, je fais la fête. Après, je fais ma rentrée des classes. Moi, j'ai mon mémoire à préparer. J'ai une année tranquille, donc j'ai passé mon permis. Et donc, voilà, je me suis laissé ces objectifs de passer mon diplôme, passer mon permis, toutes ces choses. Est-ce que ça t'a permis d'éviter la dépression post-olympique et paralympique? Ouais, franchement, non, je pense que je m'en suis plutôt bien sortie. Alors, évidemment, je me suis posé 1000 questions. Évidemment, il y a eu des périodes où je me dis, qu'est-ce qui va réussir à m'animer autant que les Jeux de Paris? Finalement, un peu les périodes de doute que j'ai eues, c'est plus vis-à-vis de la nouvelle équipe fédérale qui n'est pas forcément non plus très docile. Donc voilà, c'est un nouveau combat, mais j'ai l'impression que finalement, ça fait un peu partie de la vie d'un sportif de haut niveau de se battre tout le temps, quoi. La colère, je l'ai ressentie sur mes championnats du monde 2023, où j'ai trouvé que c'était injuste en fait. J'ai trouvé que c'était injuste parce qu'en fait, pendant toute notre préparation, toutes les compétitions, on n'arrête pas de dire que ouais, c'est un sport individuel, mais on est une team, on s'entraîne ensemble, les victoires, on les gagne ensemble. Mais par contre, on parle jamais des défaites. Et là, on a déterminé à ma place que ce que j'avais fait, c'était une défaite. Et donc, j'étais hyper en colère, et j'ai trouvé ça hyper injuste. C'est une colère qui t'est restée longtemps ou que t'as pu apaiser quand même facilement? Maintenant, je l'ai apaisée, mais je pense qu'elle est restée un peu trop longtemps, ouais. Où en fait, j'ai trouvé ça injuste. Je me suis demandé pourquoi. Je me suis dit que je me suis toujours entraînée sérieusement. J'ai toujours été fidèle à la fédération. J'ai toujours été transparente vis-à-vis de mon staff. Et le fait de m'en vouloir comme ça pour une deuxième place, je me dis, mais en fait, le jour où je serai quatrième, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et puis finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est juste que voilà, les personnes qui étaient là étaient peut-être pas motivées par la bonne chose. Et voilà, on fait tous des erreurs et elles n'étaient pas au bon endroit, au bon moment. Et donc, je me le suis pardonné. Je me suis pardonné d'être en colère et je leur ai pardonné aussi. L'admiration, c'était il y a pas très longtemps. C'est quand j'ai vu la course de Nicolas Gestin aux Jeux Olympiques. Donc, Nicolas Gestin, c'est le champion olympique de canoë. Donc voilà, on entendait parler énormément de Léon Marchand qui a fait des jeux absolument exceptionnels.
Mais faut rappeler que Nico, il a quand même gagné les Jeux avec 5 secondes d'avance, ce qui est stratosphérique, mais vraiment, enfin, qui est stratosphérique. Il avait gagné toutes ses manches avant et franchement, il a fait une navigation exceptionnelle. Il a rendu un bel hommage à Denis Gargaud, qui avait gagné les Jeux à Rio. Il a rendu un très bel hommage à Tony Estanguet, qui en plus était quand même représenté les Jeux de Paris. Donc, ouais, j'étais très, très émue. Ouais, c'était quelque chose de fort pour la discipline, mais aussi pour l'héritage, en fait, parce que comme tu dis, on a beaucoup parlé de Léon Marchand, mais Nicolas Gestin a aussi du coup pris un. Tu parlais tout à l'heure d'avoir changé de statut. Lui, avec les Jeux, a aussi changé de statut. Et ces athlètes-là, est-ce que toi, ça t'arrive de t'entraîner avec ? Alors, de temps en temps, je fais des séances Pôle France sur le bassin d'eau vive de Vers-sur-Marne. Donc, c'est des athlètes que je suis amenée à croiser. Ouais. Pendant les Jeux Olympiques, tu avais pris tes 15 jours pour aller voir des épreuves où tu avais quand même essayé de te dire, bon, moi j'ai quand même les paras dans pas longtemps, il faut que je reste un peu dans mon entraînement, où justement, on avait enlevé la cloche, il fallait juste kiffer. Non, je me suis vachement préservée pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. J'aurais adoré aller voir des épreuves, mais je me suis dit là, c'est pas le moment. Voilà, c'est comme ça, c'est frustrant. J'en profiterai quand je serai retraitée sportive. Mais voilà, je les encourage de loin. Je les regarde à la télé. Des fois, on voyait mieux la télé que dans les stades. Je regarde toutes les épreuves, mais par contre, je me suis pas trop autorisée de sortie à 2 mois des Jeux, 1 mois des Jeux. La frustration, elle arrive un peu souvent. J'aurais pas de date précise, mais c'est vrai qu'on est athlète de haut niveau, on peut pas faire ce qu'on veut, notamment en termes d'alimentation, en termes d'hygiène de vie. Voilà, des fois j'ai des amis qui me disent viens, on part en vacances, on va faire ça. Et bon en fait ça veut dire que si je pars en vacances avec eux pendant une semaine, je peux pas m'entraîner, je peux pas manger correctement, je peux pas avoir l'hygiène de vie correcte. Donc voilà, c'est un peu frustrant, mais c'est des choix, c'est pas des sacrifices, c'est des choix. Et pareil sur l'alimentation, quand on arrive en période d'affûtage, voilà, on fait un petit peu plus attention. Alors je suis pas non plus psychorigide, voilà, j'ai pas de catégorie de poids, donc là-dessus je suis assez tranquille. Mais voilà, quand je vois voilà un gros gâteau, j'ai envie de le manger, voilà, j'évite. Donc voilà, ça fait partie en fait. Je crois que la frustration fait un petit peu partie du sport de haut niveau. Sur tous ces choix de vie aussi que tu fais en tant qu'athlète de haut niveau, il y a des choses où vraiment tu te dis ça, le jour où je serai retraitée, vraiment ça va pas me manquer, quoi, tu vois. Voilà, les réveils très tôt le matin pour aller en muscu. Je crois que quand le réveil sonne, qu'il fait encore nuit dehors et que je me dis là, je me lève pour aller faire une muscu, franchement, flemme. Là, je pense parce que toi, t'as signé pour faire du paracanoë, pas pour faire ça. C'est ça. Et encore, la muscu, j'aime bien, mais des fois, franchement, non, je préfère être ailleurs qu'en muscu. Tu le disais tout à l'heure que tu avais changé de staff encore, là, après les Jeux de Paris. Qu'est-ce qui fait que tu poursuis pas avec ton entraîneur qui t'a préparé sur l'année avant Paris ? Alors, j'aurais adoré continuer avec mon entraîneur. D'ailleurs, j'en ai fait la demande et je me suis dit, je suis médaillée paralympique. Il y a 2 fois, il y a aucun problème pour que mon entraîneur reste. Et en fait, c'est une décision de la nouvelle présidence qui, malheureusement, je pense, n'a pas saisi toutes les clés de la haute performance et qui préfère mettre bien certaines personnes de la fédération. Il y a peut-être aussi des petits conflits d'ego et donc qui ont préféré écarter l'entraîneur que j'avais parce que voilà, il y avait des conflits personnels entre mon entraîneur et certaines personnes de la fédération. Et donc voilà, je passe à la trappe, quoi. Je suis sacrifiée. T'as gardé contact toi avec lui ? J'ai gardé contact avec lui, donc il m'a quand même fait une trame de préparation pour les championnats du monde. Mais bon, du coup, il était pas là sur le stage, il était pas là au championnat du monde. Et à partir du mois de septembre, il n'est plus payé par la fédération. Donc en fait, je peux plus du tout avoir accès à ses services. Même si lui le ferait gratuitement volontiers, mais moi je me sens pas. Ouais. donc voilà. Et aujourd'hui, c'est une réalité auprès de beaucoup de fédérations, pour beaucoup d'athlètes aussi. C'est que le politique joue énormément aussi dans la performance d'un athlète. Et si tout va bien, tout va bien. Mais par contre, dès qu'il y a le moins de grains de sable dans les rouages, ça peut avoir des impacts dramatiques, quel que soit le palmarès de l'athlète. Et toi, comment tu peux avoir ton mot à dire là-dedans ? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. J'ai l'impression d'avoir remué ciel et terre, d'avoir fait les courriers qu'il faut. Je suis restée très diplomate. J'ai échangé et par mail et physiquement avec les personnes concernées.
Mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas conscience réellement de l'impact que ça peut avoir sur la carrière d'un athlète. Et voilà, de tout ça. Donc voilà, pour l'instant, j'essaie de pas me miner, j'essaie de pas de faire passer ma santé là-dedans. Donc je suis très bien accompagnée par mon entraîneur de club, mais ça reste un entraîneur de club. La réalité, c'est qu'un athlète, un entraîneur fédéral, il est là pour son athlète ou son petit groupe d'athlètes et il ne fait que ça. Un entraîneur de club, il y a la réalité du club, c'est-à-dire il y a 20, 30 athlètes, tous des niveaux différents, tous des objectifs différents. Puis à côté de ça, accompagner les jeunes en stage, en compétition. Et donc, en fait, voilà, c'est quelque chose qui, à long terme, n'est pas viable. Ça peut remettre en question ta participation aux Jeux de Los Angeles ? Alors non, j'ai envie de faire les Jeux de Los Angeles et je ferai tout pour. La seule question, c'est comment je vais le faire. Voilà, je pense que j'ai pris conscience que ce sera pas mon entraîneur favori, donc il s'appelle Jean-Pascal. Ce sera pas Jean-Pascal qui m'accompagnera à Los Angeles, malheureusement, même si je continue de me battre pour. Par contre, c'est bien lui qui va travailler avec moi pour Los Angeles. Et ça, voilà, pour moi, il y a pas de négociation possible. Il y a pas de débat. Ouais. Du coup, toi, tu t'entraînes ici à Champigny, à la base nautique, et c'est les seuls accès que tu as actuellement. Ça doit être à la fois frustrant pour toi de te dire mince, j'ai quand même 2 médailles paralympiques dans mes bagages et puis des médailles mondiales aussi. Et en même temps, c'est là où tu as grandi, c'est là que tu as découvert la discipline. Donc, ça doit être un peu un sentiment mitigé, quoi. Ouais, c'est un peu mitigé. Et d'un autre côté, je me dis que c'est là où je me sens le mieux. Alors, j'ai quand même accès au Pôle France à Vers-sur-Marne. Mais bon, sans entraîneur, voilà, il n'y a pas forcément d'intérêt à aller très souvent là-bas. Donc voilà, là, je me dis, les Jeux, c'est dans 3 ans. J'ai encore cette année où je peux encore un peu décompresser. Donc, je continue d'entraîner quand même tous les jours, plusieurs fois par jour. Mais voilà, ça me fait du bien d'être ici. J'y ai été coupée quand même pendant pas mal d'années. Donc, ouais, ça me fait du bien de retrouver un peu d'oxygène à la maison. Parce que là, je suis à la maison. Ouais. On a parlé de tes médailles et de certains résultats qui n'ont pas forcément été accueillis par le staff de la meilleure des manières. Toi, c'est vrai que tu as un palmarès très argenté. Ouais. Tu es abonné à la 2e place. Qu'est-ce que tu as dans la tête quand tu vois ton palmarès ? Est-ce que tu as quand même envie d'aller la chercher, cette médaille d'or, quel que soit le championnat ? Alors, effectivement, il y a quand même une petite pointe de frustration à toujours faire 2e. Il y a des moments où je me suis vraiment rapprochée très, très fort de la première place. Et j'ai l'impression que les moments où j'étais le plus proche de la première place, en fait, j'étais pas prête à la première place. Je me suis tellement habituée et satisfaite de la 2e place que je me disais, non, première, c'est pas ma place. Donc hop, je lève un peu le pied, l'anglaise repasse devant et voilà, là, c'est bien. Et hop, je réaccélère, comme ça, je suis sûre d'être 2e. Et voilà, je pense que c'est aussi beaucoup de travail mental. J'ai pendant trop longtemps négligé la préparation mentale, sauf que je néglige pas la muscu, donc je vois pas pourquoi en fait je négligerais un travail en préparation mentale. Puis finalement, on dit qu'une médaille d'or, on met 10 ans à la préparer. Donc là, je pense qu'à Los Angeles, on sera pas loin des 10 ans. Donc j'espère que cette fois, je pourrai monter encore un petit step pour gagner la médaille d'or. Mais en tout cas, je suis en réflexion depuis les Jeux de Paris sur ce qui me manque pour aller chercher la médaille d'or. Ce sera un point de vue sur le podium que tu n'auras jamais eu. C'est ça, j'aurais jamais été aussi haute, donc je suis pas très grande, donc là pour le coup ça va me faire du bien si je monte une marche de plus. Je te le souhaite très fort. C'est quoi les prochaines échéances pour toi ? Parce que là il y a eu les mondiaux il y a quelques semaines où tu termines 2e. Là, à quoi ressemble ton calendrier après ? Alors là pour l'instant c'est un peu flou, sachant qu'on a un nouveau manager qui va arriver, donc à mon avis il va nous donner un peu des pistes sur le calendrier à venir. Mes échéances internationales, honnêtement j'en ai aucune idée. Okay. J'en ai aucune idée. Donc souvent, c'est à partir de mai-juin, on a les championnats d'Europe. Et je sais que fin août, on aura les championnats du monde. Mais sinon, très prochainement, j'ai les championnats de France élite. Donc ça se passe en slalom, chez les valides, où je pense que Nicolas Gestin sera là, Angélique aussi, Titon Castric, donc des médaillés. Tous ceux qui ont été médaillés ce week-end, à l'heure où on enregistre. Voilà. Exactement. Donc s'ils sont pas très fatigués en sortant de l'avion, à mon avis, ils seront là. Et puis c'est pas une échéance très importante pour moi, c'est plus pour clôturer réellement l'année 2025. Puis ça doit être cool aussi de changer d'embarcation, parce que du coup c'est pas le même bateau que t'as en paracanoë et en slalom. Carrément, c'est d'autres objectifs. C'est bien me classer aussi chez les valides, montrer que malgré la différence d'embarcation, sans parler de valide para, finalement des athlètes en course en ligne qui font du slalom, il y en a pas beaucoup. Il y en a encore moins qui sont en N1. Donc moi je suis contente de faire partie, d'être la seule athlète en fait, faire de la course en ligne et du slalom et à être en N1. Donc non, je suis contente. C'est un peu
mon petit objectif de fin de saison. Tu prends toujours autant de plaisir, que ce soit sur le slalom ou sur le paracanoë, à venir à l'entraînement, aux compétitions. Des fois, c'est dur. Là, en ce moment, je suis dans une période où je me remets à m'entraîner vraiment beaucoup. Donc, il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où j'y arrive pas. Et puis surtout, il y a des jours où on a l'impression qu'en fait, on dégraisse. Et toute cette période où on est en train de retravailler techniquement, enfin là, je suis vraiment sur du détail. Donc, en fait, je suis de plus en plus exigeante avec moi. Donc, j'ai l'impression de pas progresser et au contraire de faire du rétropédalage. Et donc, des fois, c'est vraiment pas évident. C'est hyper frustrant. Des fois, on a envie de taper la pagaie. Et en fait, on rentre chez soi, on se dit, non, là, faut que je relativise. J'ai quand même progressé. Il y a ça. Puis ensuite, on peut redescendre. Mais après, quand on remonte un peu plus haut, c'est quand même agréable de se dire, si quand même, finalement, les progrès sont là. Et ça faisait c'est pas si mal si quelques mois avant, je m'énervais sur l'eau parce que je galérais, quoi. Sur les mondiaux 2023, tu m'as dit que tu avais refusé que tes proches viennent t'encourager, te soutenir. Ouais. C'est un choix que tu fais sur toutes les compétitions ou ça faisait partie justement de ce moment où t'allais pas très bien et que du coup tu voulais plutôt te préserver peut-être et les préserver eux? C'est un choix que je faisais avant parce que j'avais besoin de me préserver. J'avais l'impression que plus j'étais seule, mieux j'étais, parce qu'on m'avait donné l'impression, parce qu'on m'avait fait croire que c'était le cas. Aujourd'hui, mes proches, ils viennent sur toutes mes compètes, donc en fait, ça me fait trop du bien. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi que ta mère, maintenant, elle s'est investie dans le C'est ça aussi, elle s'est dit, c'est mon Elia, elle s'est un peu assouplie. Elle m'a ouvert la porte, c'est bon. C'est un peu ça, oui, c'est un peu ça. Et donc, maintenant, ils viennent de partout, ils étaient là à Paris, j'imagine. Ils étaient là à Paris, ils étaient là à Milan, et puis je sais pas où sont les prochaines compètes, si c'est pas trop loin, ils pourront être là aussi. Ok, trop bien. Tu sens la différence entre l'avant et après quand même? Ouais, je vis pas du tout la compétition de la même façon. Je l'aborde pas de la même façon non plus. Je stresse évidemment en course, mais jamais autant que ce que j'ai pu le faire précédemment. Est-ce que dans ta carrière, il y a un moment où tu as hésité à tout arrêter ou tu n'as jamais été jusque-là? Je pense pas avoir voulu arrêter. Je me suis demandé ce qui pourrait se passer si j'arrêtais. Et je me suis déjà posé la question de comment je vais faire pour continuer. Mais par contre, je me suis pas dit que j'allais arrêter, non. T'aimes trop ça. Ouais, j'aime trop ça. Si tu pouvais changer de vie avec un autre athlète, quel que soit son sport, quelle que soit sa pratique, le temps d'une journée, tu choisirais qui et pourquoi? J'ai pas de nom d'athlète en particulier, mais je pense un peu aux athlètes du surf qui s'entraînent au chaud en ce moment à Taihupo. Et là, j'avoue, il commence à faire froid. J'ai un peu mal à la gorge en sortant de séance. Donc j'avoue qu'un peu d'eau chaude, un peu de ciel bleu, ça me ferait du bien. Ouais. Donc peut-être un des surfeurs qui s'entraînent à Tahiti. Puis c'est pas le même cadre qu'ici, même si c'est très sympa ici. Mais... Non, c'est pas tout. C'est un peu plus tropical quand même. C'est ça. Et enfin, dernière question, à quel athlète est-ce que tu aimerais passer le relais pour faire le même exercice que toi ici dans Tribune et Podium? J'aimerais bien. Du coup, je vais faire du chauvinisme, mais je passerais bien le micro à Eléa Charvet, qui était en pirogue, donc l'autre discipline du paracanoë, qui est plus jeune que moi, qui a vécu ses premiers Jeux à Paris, mais qui a énormément progressé et qui, je suis sûre, va vraiment nous surprendre à Los Angeles. Et je la connais pas, mais je serais ravie de la découvrir. Elle s'entraîne où? Elle s'entraîne à Vers-sur-Marne. Ah ok. Donc c'est en région parisienne. Ouais. Ok, très bien. Un immense merci à toi pour ton partage, ton temps et puis ce témoignage précieux. Et puis j'espère te voir briller sur cette première marche à LA. Mais avec plaisir. D'ici là, chaque chose en son temps pour te préparer. C'est ça, le route est long encore. Ouais, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cette histoire de sport et d'émotion. Cette aventure, je veux la vivre avec toi, tel un supporter prêt à clamer ton bonheur et parfois tes peines. Ensemble, nous allons vibrer plus fort et pour ça, je compte sur toi pour t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Je suis très curieuse de savoir quel athlète tu aimerais entendre dans ce podcast, alors dis-le-moi en MP sur Instagram, sur le compte Tribune Podium ou tout simplement en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. On se donne rendez-vous tous les mardis pour découvrir des histoires humaines dans Tribune et Podium. Écrivons ensemble notre histoire sportive. Ciao!